Syndrome occlusif. Il s'agit de l'arrêt complet et persistant du cours des matières et des gaz dans un segment de l'intestin. Les causes de l'occlusion sont multiples, mais il faut distinguer deux grands types essentiels. Les occlusions mécaniques, obstacles anatomiques réels au transit intestinal. Les occlusions fonctionnelles, dues à une paralysie de la musculature intestinale sans obstacle vrai. Le diagnostic est établi en plusieurs étapes. Reconnaître l'occlusion, en préciser le type et le siège, et si possible la cause. Syndrome occlusif. Il comporte une triade fonctionnelle, une atteinte de l'état général et des signes d'examen. Triade fonctionnelle. À la triade fonctionnelle, douleur, vomissement, arrêt du transit, s'ajoutent les météorismes de l'abdomen. Douleurs abdominales, à début brutal ou progressif, d'intensité variable, évoluant le plus souvent par crise de colique intermittente. Les paroxysmes douloureux sont séparés par des phases d'accalmie relative de durée variable, marquées par un fond douloureux permanent. Ces coliques témoignent de la lutte de l'intestin contre l'obstacle. Vomissements. Ils sont plus ou moins précoces et abondants, alimentaires, bilieux, voire fécaloïdes, suivant le siège, haut ou bas de l'obstacle. Arrêt du transit. On constate un arrêt des matières inconstant dans les premières heures et surtout de gaz. Signes généraux. Cette atteinte est variable selon les mécanismes et les sièges de l'obstacle. Tantôt, l'état général est parfaitement conservé. Tantôt, on observe un véritable état de choc, avec altération du faciès, l'accélération du pouls, souvent mal frappé, chute tensionnelle, qui traduit la gravité de la maladie occlusive sur le double plan. Anatomique, distension et menace des sphincters intestinales. Biologique, déséquilibre hydroélectrolytique, dû en particulier au vomissement. Signes physiques. Inspection. On note le ballonnement abdominal avec météorisme et précise son caractère. Généralisé ou localisé. Inspection. Elle note le ballonnement abdominal avec météorisme et précise son caractère. Généralisé ou localisé. L'existence éventuelle de mouvements péristaltiques de l'intestin, visibles à jour présents sous la paroi, parfois déclenchés par une chiquenaude, ou au contraire l'inertie de l'intestin dilaté. L'existence d'une éventuelle cicatrice abdominale. Palpation.
Elle note une résistance élastique de la paroi, parfois un durcissement intermittent correspondant à une vague de distension de l'intestin d'amont. Elle contrôle l'absence de contracture pariétale, mais dans certains cas, il peut exister une défense. Elle trouve parfois un point douloureux fixe de bonne valeur localisatrice. Elle vérifie les orifices herniaires à la recherche d'une hernie étranglée. Percussion. Elle met en évidence un tympanisme généralisé ou localisé. Parfois aussi une matité traduisant soit des anses pleines de liquide, soit un épanchement péritonéal associé. Auscultation. L'auscultation de l'abdomen peut percevoir les bruits hydro-aériques, des gargouillements. Parfois, au contraire, un silence anormal dit des sépulcrales. Toucher rectal. Il vérifie la vacuité ou non de l'ampoule rectale, l'existence ou non d'une tumeur obstruant ou comprimant l'intestin, la liberté ou non du cul-de-sac de Douglas. Chez la femme, le toucher vaginal vérifie l'état de l'appareil génital. Physiopathologie. En cas d'obstruction intestinale pure, les troubles huméraux des occlusions se résument en 3 facteurs. Une déshydratation intense par défaut d'absorption du fait d'une hypersécrétion des anses intestinales en amont de l'obstacle, dans lesquelles s'emmagasine un volume liquidien considérable, et aussi par les vomissements qui peuvent atteindre plusieurs litres par jour. Une perte concomitante des électrolytes, essentiellement chlore, sodium et potassium. En effet, chaque litre de liquide intestinal contient en moyenne 2,65 g de chlore, 3,24 g de sodium et 0,24 g de potassium. Une dénutrition avec hypoprotidémie en raison de l'intolérance alimentaire. L'édème des parois intestinales augmente le degré d'obstruction et provoque une exsudation péritonéale qui aggrave encore l'hypovolémie. Dans l'estrangulation, volvulus d'une anse, invagination, etc. À l'occlusion de l'intestin s'ajoute celle des minces parois des veines de son méso. Le drainage se fait mal ou pas du tout, ce qui empêche le sang artériel de circuler et favorise la nécrose intestinale ischémique. Le retentissement physiopathologique de cet état ajoutera aux 3 facteurs précédents des 2 autres éléments. Le retentissement physiopathologique de cet état ajoutera aux 3 facteurs précédents 2 autres éléments. Une aggravation de la chute de la masse sanguine par séquestration de sang dans les territoires venés étranglés. Une menace de péritonite par exsudation microbienne hors de l'anse étranglée ou par inondation de liquide intestinal
hors d'une perforation par distension ou par sphancelle. Ces facteurs retentissent sur le sang circulant. Hypovolémie, hypoprotidémie, hémoconcentration, effondrement des électrolytes, tous facteurs de choc sur les cellules et les espaces extracellulaires. Cliniquement, on note les yeux cernés, escavés, avec hypotonie des globes oculaires, sécheresse de la langue et de la face interne des joues, signe du pli cutané. Après pincement, les téguments reprennent lentement leur situation normale. Tous ces signes témoignent d'une déshydratation extracellulaire. Biologiquement, le diagnostic du déséquilibre humoral nécessite un bilan à réaliser en urgence. Le degré de déshydratation et les besoins en eau qui en découlent sont appréciés sur les chiffres d'hématocrite et de protidémie dont l'élévation traduit l'hémoconcentration. Ionogramme fournit les taux du chlore, du sodium et du potassium sanguin qui sont abaissés. L'hyperazothémie est habituelle, coexistant avec une fonction rénale normale. Hyperazothémie par manque de sel. La réserve alcaline met en jeu une acidose. L'ionogramme urinaire peut également fournir des éléments d'appréciation utiles à la réanimation qui doit être proportionnelle à l'importance de la déperdition hydrique et électrolytique. Au plan thérapeutique, ces notions expliquent l'importance de la mise en aspiration gastro-duodénale dès l'arrivée du malade et de son maintien suffisamment prolongé. Elle permet d'une part de mettre un terme au cercle vicieux de la distension intestinale, mais aussi de chiffrer très exactement les pertes hydriques et électrolytiques, et donc de les corriger de façon très précise. Examen complémentaire. C'est un temps essentiel, susceptible d'affirmer ou de redresser le diagnostic clinique, de préciser le siège et le mécanisme de l'occlusion. Il comporte avant tout une radiographie de l'abdomen sans préparation, de face, debout. Elle met en évidence les niveaux hydriques, les niveaux liquides hydroaériques, témoignant de la distension gazeuse et liquidienne en amont de l'obstacle. On en précise le siège et l'aspect par des clichés complémentaires. En décubitus latéral droit et gauche, en position de Trendelenbourg, tête en bas, de profil. Le cliché est réalisé avec le patient en décubitus dorsal. Si un doute persiste sur la localisation haute ou basse, jéjuno-iliale ou colique, de l'occlusion ou, dans ce dernier cas, sur le mécanisme de celle-ci. Une radiographie après lavement opaque avec un produit de contraste hydrosoluble s'impose. Elle permet de vérifier la liberté ou l'atteinte du cadre colique
et le type éventuel de l'obstacle. Ainsi, doit-on parvenir à reconnaître le siège de l'occlusion?